Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. On s'excuse, on a 2 minutes de retard. Ça arrive. En général, on essaie d'être à l'heure pour vous. En tout cas, merci de vous connecter à l'heure. Euh, donc, on vous donne rendez-vous tous les mardis. Aujourd'hui, c'est spécial. C'est un jeudi pour parler Miami, pour parler beau temps. Comme vous voyez, moi, je suis à New York. Le temps est pas très sympathique. Je vous fais un petit rappel sur qu'est-ce que French Morning. On est le magazine digital pour les Français aux États-Unis, Canada, Angleterre depuis plus de 14 ans, avec bien entendu pas mal de gens qui nous consultent aussi depuis la France. On aimerait d'ailleurs tout de suite savoir d'où vous nous écoutez, donc mettez-le dans le Q&A. Ça doit se trouver quelque part un peu plus bas. Si vous êtes sur un Zoom français, c'est Q&R. Ce serait intéressant et puis ça nous permet aussi de savoir un petit peu quels sont vos besoins en fonction de là où vous êtes dans le monde. Aujourd'hui, on reçoit 3 experts. Michael Wiesenfeld, investisseur, entrepreneur et développeur immobilier. Il a cofondé Freud Group à Miami. Betty Benzakein, que certains doivent connaître, puisqu'elle finance et elle a financé pas mal de lecteurs de French Morning durant les derniers mois. Elle est mortgage consultant, donc elle vous aide et vous accompagne dans les prêts hypothécaires résidentiels pour les résidents internationaux et nationaux, bien sûr, donc résidents aux États-Unis, avec HSBC. On a Jean-Philippe Sora, associé au cabinet franco-américain d'experts comptables Massa Consulting Group, qu'on présente pratiquement plus, mais qui va venir nous donner quelques conseils importants à savoir avant d'acheter. La présentation, comme d'habitude, ça va durer à peu près 30-40 minutes. On a prévu quelques questions qu'on a reçues par email qu'on va poser à nos experts. Et ensuite, vous pourrez, comme d'habitude, lever la main. Donc, vous voyez la fonction normalement Raise Hand en bas de votre écran. Si vous êtes sur Zoom, si vous êtes sur Facebook Live, je vous invite à nous rejoindre sur Zoom, où vous pouvez aussi écrire vos questions sur le Facebook Live. Et je poserai vos questions à nos experts. Et pareil, si vous êtes timide sur Zoom, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A et je lirai votre question. Voilà. Pour un peu plus de confidentialité, je cacherai les noms de famille si vous levez la main et que vous posez votre question en audio. Je vous invite à le faire. En plus, on ne vous verra pas à l'écran, donc on entendra juste votre voix. Donc, n'hésitez pas à venir, c'est toujours sympa de vous entendre. On va tout de suite démarrer par le marché immobilier de Miami et j'aimerais que Michael prenne le temps un peu de se présenter. Michael, qui es-tu et depuis combien de temps tu es en Floride et à Miami particulièrement? Salut Romain, merci de m'inviter. Je suis arrivé à New York en 2000 pour un stage. J'ai fait mes études à NYU à la fois en investissement immobilier mais aussi en sport business. J'ai un background assez divers parce que j'ai commencé dans les études de marché, sondages, etc. Et l'immobilier est rapidement devenu une passion. J'ai commencé avec l'immobilier à New York aux alentours de 2006-2007 et en 2009, on a déménagé à Miami. Et ça fait 11 ans, 12 ans quasiment maintenant qu'on fait de l'immobilier avec ma femme, à la fois en tant qu'investisseur, mais aussi pour nos clients en broker pur, achat, vente et aussi surtout gestion des biens pour nos clients qui, pour la plupart, ne sont pas des locaux et ont besoin de ce type de service, que ce soit locatif ou simplement entretien de leur propriété pendant qu'ils ne sont pas là. Merci. Du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu comment ça se passe? Parce que là, on entend beaucoup parler du marché à Miami. Il y a beaucoup de gens du reste des États-Unis, je crois, qui étaient là pendant la pandémie. Est-ce que tu peux un peu nous donner ta vision du marché aujourd'hui, à l'instant T? Oui, oui, tout à fait. Le marché est vraiment en plein essor. Miami est clairement le grand gagnant du Covid. C'est un peu triste à dire, mais bon, on prend ce qu'il y a à prendre dans une année qui a été très difficile pour tout le monde. Miami était déjà très bien positionné ces 10 dernières années en mettant en place les piliers qui lui manquaient. Parce que Miami était au final très connu, surtout pour faire la fête et pour le côté entertainment de la ville. C'était une ville assez provinciale et maintenant, c'est devenu une des villes les plus importantes
du pays avec d'énormes entreprises qui sont arrivées, les Facebook, les Expedia, Tesla, Microsoft, etc., qui sont arrivées ces 2-3 dernières années. Beaucoup de tech. Miami est devenu très important sur la scène tech et ça, c'est ce qui va, à mon avis, propulser Miami en haut de l'échelle des très grandes villes qui comptent aux États-Unis et dans le monde. Et toujours en parlant de technologie, d'ailleurs, Miami hébergera à partir d'aujourd'hui la plus grosse conférence mondiale dans le monde de la blockchain et de la cryptocurrency. Le maire de Miami s'est positionné d'ailleurs sur ce sujet en étant la première ville aux États-Unis à accepter les bitcoins sur sa balance sheet. Donc voilà, Miami se veut être une ville avant-garde et aujourd'hui, le marché reflète ça. Beaucoup de gens de Californie et de New York en ont eu marre des politiques qui n'étaient pas pro-business de leur gouverneur et de leur maire et sont venus en masse à Miami et dans le sud de la Floride plus généralement depuis le mois de juillet-août et du coup, le marché a complètement explosé. Je pense qu'il a pris entre 30 et 40% en fonction des biens depuis le mois de juillet et les gens se sont aperçus que finalement, avec le travail à distance, le travail à la maison qui semblait jusqu'à maintenant être un frein au développement des entreprises, et en fait, c'est quelque chose qui a très bien marché et beaucoup d'entreprises new-yorkaises sont OK pour envoyer, pour avoir des employés qui ont été délocalisés depuis New York vers Miami et c'est eux qui font vraiment monter le marché aujourd'hui. Donc, tout ce que je dis là, c'est ce marché en plein essor, il faut savoir que c'est que domestique aujourd'hui puisque les frontières sont fermées et que traditionnellement, Miami, c'est un marché qui est à 70% un marché d'étrangers. Donc, quand les frontières vont réouvrir, je m'attends à ce que ça soit encore plus à la hausse. Voilà. Ok. Donc, très positif. Ouais, du coup, là-dessus, voilà. Là-dessus, est-ce que tu penses qu'on est plutôt sur un marché d'acheteurs ou de vendeurs? Ça dépend du type de produit. Sur les maisons, c'est clairement un marché de vendeurs. Aujourd'hui, quand vous avez une maison, surtout les maisons sur l'eau, mais n'importe quel type de maison en réalité, elles partent en 1 ou 2 jours avec 4, 5, 6 offres qui sont au-dessus du prix demandé, toutes cash. Désolé Betty, ils ne font pas appel, ces gens-là, à des mortgage brokers apparemment. Donc pour les On a la propriétaires de solution. maison, voilà. C'est un marché vendeur. Il faudra parler de la solution parce que c'est très important et ça va aider les clients qui cherchent. Pour ce qui est des condos, c'est encore un marché d'acheteurs, mais pas pour longtemps à mon avis. Je pense qu'à partir de octobre, novembre, décembre, ça va devenir un marché de vendeurs également. La raison est très simple. Les gens se sont portés sur les maisons au départ pour avoir des grands espaces, des jardins, etc., etc. L'inventaire étant devenu très restreint et les prix étant montés à des niveaux qui sont parfois n'ont pas trop de sens, se sont forcément reportés sur ce qu'il y a, c'est-à-dire les condos. Et l'inventaire, c'est extrêmement restreint en condo pendant le Covid avec des deals qui sont partis un peu à la casse entre mars et juin, juillet. Et aujourd'hui, on voit que ça repart depuis 3-4 mois. Donc là, on voit des transactions qui sont plus élevées qu'avant le Covid, sachant que le marché du condo avant le Covid était un peu moyen. Il était stagnant depuis 2-3 ans. Et là, il est bien reparti à la hausse parce que l'inventaire est passé en fait de 3 ans et demi d'inventaire à 9 mois. Donc, il y a une énorme réduction et ça se voit. Et on voit aussi sur le marché super haut de gamme dans les nouveaux développements comme l'Aston Martin, par exemple, où ils arrivent à vendre à plus de 1 500 $. Donc, ça fait quasiment 13 000 $ le mètre carré minimum. Donc ça, c'était des chiffres dont on n'avait jamais entendu parler avant. Donc voilà, aujourd'hui, c'est encore un bon marché pour les acheteurs au niveau des condos et un bon investissement aussi parce que les loyers ont augmenté de 30% en gros, de 20 à 30% entre l'avant-Covid on est toujours dans le Covid, mais aujourd'hui, quoi. D'accord. Du coup, si on veut faire appel au levier financier en ce moment, qu'est-ce qu'on peut acheter à Miami?
On peut acheter tout type de produits, maison et condo. Mais c'est vrai que, et Betty pourra en parler aussi, ce que les banques aiment, ce sont, mais bon, ça c'est plus pour des gens qui cherchent à faire des investissements purs, ce sont les immeubles de rapport. Donc, ça peut être des petits immeubles de 4 appartements jusqu'à 20, 30, 40 appartements. C'est ce que les banques préfèrent, c'est ce que les banques financent assez rapidement. On a vu qu'au final, la défection de paiement de loyer pendant le Covid était de l'ordre de 10% ici, donc c'était assez bas. Donc, ça a rassuré les investisseurs et c'est un produit qui est assez recherché. Et pourquoi les banques aiment ce type de produit? Tout simplement parce que la valeur des biens, des immeubles de rapport n'est pas corrélée au prix du marché, au prix du mètre carré du marché, mais à sa capacité en matière de revenus locatifs. Donc, si vous achetez un bien à 100 000 et qui génère 10 000 et que de par votre travail, il en génère 20 000, mécaniquement, ce bien vaut potentiellement le double, puisque son prix est basé sur sa capacité à générer de l'argent. Donc, c'est pour ces raisons-là que c'est un produit qui intéresse les banques. Et aussi parce que forcément, si vous avez un immeuble de 4 appartements, il y a quand même moins de risques qu'il soit à 0% loué. Alors que si vous avez un appartement ou une maison, pour une banque, il y a 50% de chances qu'il soit loué et 50% de chances qu'il ne soit pas loué. Voilà. C'est assez binaire. Alors que pour un bien type immeuble de rapport, il y a très peu de chances que le bien ne génère pas d'argent pendant une période de 1 mois. J'en profite pour rebondir sur l'immeuble de rapport, ce qu'on appelle un peu le multifamily aux États-Unis, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça part du duplex, en fait, qui est 2 appartements. Ce n'est pas le duplex au sens français où vous avez un appartement l'un sur l'autre. C'est une structure avec 2 appartements. Le triplex, 3 appartements. Quadriplex, 4 appartements. Et après, ça va au-dessus jusqu'à 20, 30, 40, 50 appartements. En général, il faut compter entre… aujourd'hui, le marché est assez haut. Au minimum, c'est 150 000 $ par porte jusqu'à 250 000 options d'où vous êtes et de la qualité du bien. Ok. Je sais qu'il y a une histoire de se limiter à 4 appartements ou plus. Est-ce que tu penses que c'est important ou… Non, par rapport aux banques, ça marche. Eux considèrent qu'à partir de 2 appartements, c'est un multifamilier, le risque est moindre pour eux. Donc, ils apprécient beaucoup ce type de produit. Et pour un investisseur, il y a quand même beaucoup moins de risques. Et puis, la possibilité de se servir de ce bien comme monnaie de change dans le futur pour acheter un bien plus important en faisant valoir l'augmentation des revenus générés. À partir du moment où vous en générez plus, forcément, mais en général, les gens qui achètent ce type de biens les achètent pour se repositionner de façon simple, c'est-à-dire augmenter les loyers pour réajuster au marché parce que les loyers étaient peut-être à la traîne par le management précédent. Ou bien, comme nous, on fait par exemple avec notre concept Happy Living, on rénove totalement les biens, on les meuble pour une clientèle 22-35 ans. Avec de façon très très sympa, avec télé, etc., etc. Et donc là, on arrive à faire des augmentations de loyer qui vont de 50 à 120% en fonction de où on part forcément. Donc là, tout de suite, ça permet de revaloriser complètement le bien une fois que les travaux sont finis et une fois que les locataires sont en place depuis quelques mois. Ouais. Michael, je ne sais pas si tu as un micro, mais on a pas mal de bruit dans ton micro en fait. Il y a peut-être quelque chose qui tape dessus, je ne sais pas. Depuis quand? Depuis le début? Non, là, depuis 1 minute, 20 secondes. Donc, voilà. Là, c'est mieux? Là, c'est parfait, c'est stable. Du coup, pour les gens qui n'ont jamais investi en Floride aujourd'hui, c'est quoi le process? Comment on peut se lancer, quoi? Le process, il est assez simple. Il faut y aller par étapes, en fait. Pour moi, c'est très important d'abord bien définir le but de l'investissement. Est-ce que c'est patrimonial? Est-ce que c'est un investissement locatif? Je dis ça parce que j'ai des clients qui, au départ, ont investi en se disant on garde 10 ans.
et au bout de 2 ans, ont voulu vendre. Donc, forcément, la vision qu'on avait sur les 7, 8, 10 ans, sachant que personne n'a une boule de cristal, mais bon, clairement, sur 7, 8, 10 ans, on a une vision qui est différente que sur les 2, 3 prochaines années et qui est plus risquée. Et donc, si la vision de départ, c'est 10 ans et qu'au bout de 2 ans, vous souhaitez vendre, il faut savoir que les résultats escomptés seront très probablement pas ceux qu'on avait prévus au départ. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir une vision et de s'y tenir. Deuxièmement, d'avoir un bon agent, c'est clé. Ça paraît basique, mais je sais qu'il faut avoir un agent qui est spécialisé par quartier et par type de produit. Si vous allez voir un pro du multifamily pour lui demander des conseils sur le marché des condos, il ne va pas savoir quel building est bon, quel building n'est pas bon, comment les choses se développent dans le quartier, etc., etc. Et vice-versa, si vous allez voir un pro des condos ou des single family homes et que vous lui demandez des conseils pour des condos et des single family homes, donc des maisons, et que vous lui demandez des conseils pour acheter des immeubles de rapport, cette personne ne va pas vous donner les bons conseils parce que c'est vraiment un produit très, très, très spécifique. Donc, ça, c'est très important. Et pareil, par rapport au quartier, vous avez besoin d'avoir un agent qui sait comment le quartier était avant, comment il est aujourd'hui et comment il pense qu'il va être dans le futur parce qu'il est en contact avec les restaurateurs, avec les business du coin, il y vit, il y travaille tous les jours et donc il a développé un sentiment par rapport à l'évolution d'un quartier. Donc, ça, c'est très important. Le troisième point très important, c'est de contacter un mortgage broker, donc comme Betty, par exemple, qui va pouvoir définir le montant de votre investissement en fonction de votre profil et de vos moyens. Parfois, des gens pensent qu'ils ont 500 000 $ à investir et en fait, ils peuvent investir jusqu'à 750 000 ou seulement jusqu'à 400 000 ou 300 000. Donc, si vous partez sur une base de 500 000 et que une fois que vous avez fait votre recherche et que vous avez trouvé votre bien, vous vous apercevez qu'en fait, vous ne pouvez pas vous permettre ou que vous auriez pu vous permettre plus, vous avez perdu beaucoup de temps ou êtes passé à côté de pas mal d'opportunités. Donc, pour moi, c'est les 2 points clés, la vision, enfin les 3 points clés, les visions, l'agent et le financement. Et ensuite créer le bon véhicule pour investir en passant par des gens comme Jean-Philippe qui vous conseilleront en fonction de votre profil, que vous soyez résident, pas résident, en fonction de votre âge, en fonction de vos revenus, en fonction de vos business, pour optimiser tout ça fiscalement de la façon la plus simple possible. Voilà. Et après, le closing lui-même, une fois que vous avez trouvé le bien, c'est vraiment très, très simple comme transaction. Vous avez un avocat ou ce qu'on appelle un closing agent qui fait office de notaire et qui s'occupe de toute la transaction pour 2 000 $ en gros, quoi. Voilà. Ok. Donc, c'est assez simple. Je me permets de rebondir là-dessus. Tu as vu des cas de gens qui n'avaient pas forcément… Je sais qu'on voulait parler un peu de tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Tu as vu des cas de choses qui n'étaient pas très bien optimisées, où tu as récupéré des gens qui étaient dans des situations un peu cocasses et que tu aurais pu aider avant si ils t'avaient contacté ou tu aurais pu guider vers des experts? Guider vers des experts, oui. Moi, ce que je trouve qui est récurrent, bon, tout le monde récupère toujours des dossiers, surtout au niveau property management, donc gestion du bien, parce que ça, c'est une de nos spécialités, que ce soit en meublé ou pas meublé. Et ce n'est pas forcément la spécialité de tout le monde, ça demande énormément de temps et de disponibilité de 7 heures du matin à minuit pour que les locataires soient contents quand il y a un problème, et les problèmes arrivent toujours au mauvais moment. Mais sinon, là où je vois le plus de manquements, c'est par rapport à la stratégie patrimoniale, par rapport à la succession. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose dont Jean-Philippe pourra parler. Mais c'est la clé parce que je vois par rapport à mes parents, ils ont acheté des choses depuis 15 ans. Et donc, il y a 15 ans, ils étaient 15 ans plus jeunes et ils ne pensaient pas à tout ça. Et ils se sont penchés sur le sujet il y a quelques années maintenant. Et c'est très compliqué à défaire un achat qui n'a pas été optimisé pour la succession. Et quand on sait qu'aux États-Unis, donc pour les non-résidents,
encore une fois, hein, Jean-Philippe en parlera, mais vous avez des exemptions de patrimoine jusqu'à, je crois, 12 millions de dollars ou 11,7 millions de dollars par personne. Donc, ça fait quasiment 23 millions de dollars par couple. Il y a énormément de choses qui peuvent bénéficier les gens qui ont mis en place les bonnes structures dans le cadre de leur succession. Et par contre, si ce n'est pas fait, ils sont imposés au régime français, que je ne connais pas bien, mais de ce que j'entends, est beaucoup moins favorable, parce que je crois qu'en matière d'immobilier, on commence à être imposé à partir de 100 000 dollars. C'est ça, Jean-Philippe? C'est ça, en termes de succession, effectivement, au-delà de 100 000 euros, on va commencer à payer les droits de succession. En prenant en compte des dons éventuels qui auraient été faits dans les 15 années précédant la succession. Donc, attention, et c'est vrai que Michael, j'approuve totalement ce que tu dis. Il est très important, on n'y pense pas. Quand on va acheter un bien immobilier à Miami, c'est super, on est content, on part au soleil, on va s'acheter le bien, on y va tête baissée, on ne prend pas de conseils parce que c'est l'euphorie du moment et parfois une envie d'économie. Mais il faut structurer, surtout quand on est non-résident, il faut bien structurer dès la base parce que, comme le disait Michael, on peut avoir de très mauvaises surprises quand on va penser à la succession ou lorsque même la succession va arriver. Donc, autant bien faire les choses dès le début. Comme ça, après, ça roule, on est tranquille. Exactement. Okay. Exactement. Est-ce que tu veux, Michael, je sais que tu avais préparé quelques slides avec des idées un peu pour donner à l'audience des idées de budget. Qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui? Combien ça coûte? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le micro, c'est mieux? Ça va mieux là. D'accord. Je m'excuse auprès de l'audience. Voilà, donc je vais vous montrer 3-4 slides qui vont illustrer le type de bien sur des condominiums. C'est vrai que l'essentiel des investisseurs étrangers basés en France aiment acheter dans des immeubles parce que c'est plus pratique, plus facile à gérer avec éventuellement moins de frais ou des frais qui sont connus, qui sont les charges de l'immeuble. Donc, il y a cet immeuble qui est par exemple à Downtown Nativo qui commence à 330 000 dollars. Donc, on parle d'à peu près 7 000 euros, 6 500 euros le mètre carré, qui est en plein downtown et qui a comme spécificité d'autoriser le Airbnb. Et les appartements viennent totalement meublés et qui est en plein cœur de Miami. Le Brickell Flatiron qui est quasiment vendu. Donc, maintenant, on parle de revente, mais les prix donc, en fonction du type de bien, sont plus ou moins ceux-là, à savoir que ça commence à environ 6 000 euros, peut-être un peu moins, du mètre carré, avec des one bedroom aux alentours de 500 000 dollars minimum, et ça monte en fonction des vues et des plans. Voilà, donc ça, c'est des immeubles très haut de gamme avec des finitions 1000 et pour l'électroménager et des très belles finitions et prestations dans l'immeuble. L'Aston Martin, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ça va être livré en 2022, fin 2022, donc dans un an et demi. Et donc là, on est entre 1 300 dollars, c'est-à-dire 1 100 euros le mètre carré, à 1 500 euros le mètre carré en gros. Bon, ça, c'est le top aujourd'hui, avec un autre immeuble qui est un immeuble qui a été fait par Zaha Hadid, dans lequel David Beckham vit, pour la petite histoire. Mais donc voilà, aujourd'hui, à Brickell, qui est le cœur de Miami, le prix au mètre carré dans le top du top, c'est 1300, 1100 euros à 1700 euros. À South Beach, Miami Beach, le top du top, pour vous donner une idée, c'est plutôt entre 1800 euros à 3000 euros le mètre carré. Voilà. Et ça, c'est un autre immeuble qui s'appelle Élysée, qui vient d'être livré, qui marche très bien et qui est aux alentours des 8-10 000 en fonction de la ligne au mètre carré. Donc, ça, c'est que des immeubles qui sont extrêmement bien placés avec, quel que soit le niveau, qui ont des très bonnes amenities, très bons services offerts aux résidents et des très belles vues. Voilà. Il y en a plein d'autres et je reste disponible forcément pour faire des
des évaluations et des conseils au cas par cas après cette conférence par email ou par téléphone. Voilà. Ok, parfait. Et par rapport au multifamily, voilà, ça c'est un exemple. Je ne vais pas aller dessus, mais c'est un exemple de multifamily avec 12 appartements, 8 3 pièces et 4 2 pièces. Voilà, à côté de l'université de Miami. Quelque chose qui a été acheté 1,3 million, 500 000 $ de travaux et qui, après avoir amélioré et haussé les loyers, vaut aujourd'hui dans les 3,3 millions. Voilà. Parfait, top, top. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à lever la main. Comme je disais tout à l'heure, je cache les noms de famille. Et puis, de toute façon, c'est qu'en audio. Donc, vous avez la fonction Raise Hand en bas, là. Donc, vous pouvez lever la main, poser vos questions en live. Et si jamais vous ne pouvez pas poser votre question en direct, vous me l'écrivez dans le Q&A et je la pose. On a Christophe qui nous demande quelles sont les charges de copropriété moyennes pour ce type de bien là que tu montrais, Michael. Il faut compter entre, disons, 70 et 80 cents du pied carré. Donc, un appartement, un one bedroom à Miami sont assez grands en général. Ça va être aux alentours de 500 à 700 $. Oui, entre 500 à 700 $ par mois. Un 2 bedroom, ça va être entre 700 et 1100 $ et un 3 bedroom entre 1100 et 2000 $ en fonction de la taille. En fait, c'est lié à la taille de l'appartement. Moi, j'utilise comme règle à peu près 75 cents par pied carré. C'est rare que ça soit en dessous de 70 et ça arrive souvent que ça monte jusqu'à 90, 95 en fonction du nombre d'appartements. Plus il y a d'appartements, plus ça va être bas par pied carré, forcément, puisqu'on divise avec plus de copropriétaires. Et puis, plus il y a de services, plus ça monte. Mais dans les immeubles où il n'y a pas du tout de service, comme à South Beach, dans des immeubles art déco, que vous allez payer dans les 200 000 $ pour un 2 pièces, 250 000 à 300 000 pour un 3 pièces. Les charges sont basses, mais pas si basses que ça par rapport au fait qu'il n'y ait pas de piscine, de gym, de théâtre, etc. etc. Donc, vous allez payer pour ce type de bien à South Beach 300 $ par mois pour un 2 pièces, à 400, 450 $ par mois pour un 3 pièces. Voilà. Donc, on paye en fonction du niveau de luxe du building. Du niveau d'amenities, parce que ce n'est pas forcément le luxe. À partir du moment où vous avez une piscine, une gym, qu'elle soit luxueuse ou pas, elle nécessite de l'entretien, elle nécessite du staff. Et donc, le prix est le même, en fait, pour l'entretien, que ce soit luxueux ou pas. Donc, c'est plutôt en fonction des services offerts par l'immeuble. Okay. Et ensuite, de la taille de l'appartement. Donc, si vous avez un studio, vous n'allez pas payer la même chose que si vous avez un 4 pièces. D'accord. On a Isabelle qui nous demande, déjà elle nous remercie pour cette conférence et elle nous demande quel type de rentabilité on peut avoir pour ce type d'appartement. Alors, pour ce type d'appartement, en net, aujourd'hui, dans les 4%. En net, après avoir payé agent, après avoir payé votre taxe foncière, après avoir tout payé, en fait. Ça peut descendre à 3% et ça peut monter à 5%. Donc, 4%, c'est un bon chiffre. Après, il y a des exceptions à tout ça. Il y a des immeubles comme le Setaï qui sont très, très luxueux, qui se louent très bien, mais les charges sont tellement élevées qu'on va descendre en dessous de 2%. Mais c'est des biens qui s'apprécient dans le temps. Et il y a d'autres biens un peu moins haut de gamme qui peuvent être achetés un peu plus bas et avec des loyers qui sont toujours corrects et donc qui permettent de faire éventuellement plus que 5%. Pour tout ce qui est multifamily, aujourd'hui, on vise entre 5 et 6%, mais on peut faire plus avec plus de travail, c'est-à-dire en les meublant, en se différenciant des autres par la qualité des finitions, etc. etc. Mais ça nécessite un investissement supplémentaire en plus de l'achat lui-même. Voilà. Oui, je pense que 4%, c'est un bon chiffre qui permet d'avoir une idée. Si on fait plus, tant mieux. Isabelle nous demandait du coup en complément, parce que tu as parlé aussi des options d'Airbnb là, donc sur le court terme.
Est-ce qu'on peut améliorer un peu cette rentabilité sur le Airbnb ou pas? Et le 4%, c'est plus sur du bail annuel? Oui, exactement. Le 4%, c'est plus sur du annuel. Sur le Airbnb, donc, il faut savoir que Miami interdit le Airbnb, à part pour les immeubles qui ont la licence hôtel. Donc, il y a très peu d'immeubles sur Brickell. Il y a le W Brickell qui marche très, très bien. Et donc là, c'est des rentabilités de plus de 6-7%. Il va y avoir des produits comme Nativo, que je vous ai montré, qui seront comme ça. Un autre building qui s'appelle Legacy. Il n'y a pas beaucoup d'immeubles qui offrent ça. Après, quand je dis Airbnb, c'est de pouvoir louer à la nuit ou à la semaine. Ensuite, il y a des immeubles qui autorisent 1 mois minimum et il y a pas mal d'immeubles qui autorisent 6 mois minimum. Donc, cela, on ne peut clairement pas faire du Airbnb. 1 mois minimum, on peut toujours faire du Airbnb parce que beaucoup de gens vont sur Airbnb quand ils viennent pour chercher du meublé parce qu'ils viennent à Miami en mission. Donc, ils ont besoin d'un bien pour 3, 4, 5, 6 mois. Ils vont sur Airbnb en premier. Voilà. Et puis à South Beach aussi, c'est pas possible de faire du Airbnb sur l'essentiel du parc parce qu'il y a le lobby des hôtels qui est très puissant et qui fait la guerre. Et Airbnb jusqu'au jour où ils vont tous se mettre d'accord. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a un autre immeuble qui est excellent, qui est juste au nord de Miami, qui s'appelle Hyde, sur la plage, qui offre d'excellents rapports. On peut acheter des très beaux 2 bedrooms meublés pour 650 000, 700 000 dollars et qui se loue à la nuit entre 250 et 400 dollars, très très bien tout le temps. Donc ça fait des rapports plus élevés, au-dessus de 6-7%. Mais bon, je préfère être conservatif et parler de 4% sur le long terme. Et oui, sur du Airbnb, 5-6%. Peut-être plus. Il y a des biens qui montent à 10%, mais ce n'est pas sur quoi il faut se caler, honnêtement. Au niveau stratégie. Voilà. Si on fait mieux, c'est bonus. Il y a Luc qui nous parle d'une histoire qu'on entend de temps en temps. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la disparition de South Beach avec les projections des eaux qui montent et tout ça? Et c'est quoi ton avis là-dessus? Alors moi, Luc, mon conseil, c'est d'acheter un 3e rideau parce que dans 40 ans, vous serez waterfront. Non, je rigole. Non, la ville a énormément investi. Elle investit des centaines de millions dans d'énormes pompes qui permettent de gérer la montée des eaux. Donc ça se voit. On voit qu'il y a quand même beaucoup moins d'inondations qu'avant. Et par rapport à l'océan, ils rajoutent du sable. Donc, ils prennent du sable de la baie et ils le mettent sur l'océan et ça permet de faire reculer les choses. Mais oui, à long terme, c'est problématique. Mais en même temps, la science et les avancées technologiques comme ces pompes-là permettent d'adresser le sujet au moins pour les 40-50 prochaines années. Mais après, bon, c'est difficile de savoir comment la Terre va supporter l'activité humaine en général, puisque ce n'est pas propre à Miami même, c'est propre à toutes les villes côtières et aux émissions qui se font en Inde, en Chine, etc., et qui se répercutent partout dans le monde. Donc, c'est une très bonne question et il n'y a pas vraiment de réponse facile à ça. Mais aujourd'hui, de ce qu'on voit, c'est qu'il y avait des inondations il y a 10 ans, il y en a beaucoup moins grâce aux énormes investissements qui ont été faits par la ville de Miami avec ses pompes. Aussi, les réglementations, quand vous construisez des nouvelles maisons, vous devez les faire à peu près 2 mètres plus haut qu'avant. Donc voilà, il y a toutes sortes de choses qui sont mises en place. Et ce n'est pas tout Miami qui est en zone inondable. C'est certaines parties. Ok, d'accord. On va continuer et vous en faites pas, je vois toutes vos questions dans le Q&A. Je les poserai un peu plus tard. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui sont en train d'arriver où on a déjà prévu les réponses. Je crois qu'on continue avec Jean-Philippe, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Jean-Philippe, est-ce que tu peux juste, même si tu es un habitué des webinaires de French Morning pour tout un tas de sujets, est-ce que tu peux juste rapidement te représenter et nous dire un petit peu ce que tu fais depuis 10 ans maintenant? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc Jean-Philippe Sora, je suis associé du groupe Massat. En fait, nous sommes un groupe de cabinets d'expertise comptable implanté à New York, Miami, Mexico et Montréal, où je suis d'ailleurs en ce moment.
et nous accompagnons les entreprises et les particuliers français dans leur développement en Amérique du Nord. Donc, en tant que particulier, ce qui vous intéresse aujourd'hui, l'investissement à Miami, nous offrons l'ensemble des services fiscaux, évidemment, tout ce qui va être création de structures juridiques pour l'acquisition d'un bien immobilier, et puis aussi tout l'aspect conseil, parce que, comme le disait Michael tout à l'heure, on ne pense pas forcément, et c'est un cas qu'on voit de manière récurrente, au moins une fois par mois au cabinet, on se rend compte, ah ben voilà, on a acheté ce bien, et puis finalement, en matière successorale, comment ça va se passer? Donc, il faut vraiment penser à tout, et nous sommes là pour ça, voilà, pour vous aider sur tous ces points-là. Top. Du coup, on avait prévu de parler fiscalité, revenus fonciers. Comment on est fiscalisé aujourd'hui sur les revenus fonciers du coup? Alors, c'est une excellente question et je pense qu'elle va s'adresser à tout le monde puisqu'on parle beaucoup d'investissement. Euh, Avant même de parler de ça, je vais revenir un peu en arrière sur les modalités d'investissement parce que ça fait partie d'une stratégie globale. Quand on investit dans l'immobilier, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous achetez le bien en direct, donc vous êtes propriétaire du bien, soit vous l'achetez via une structure juridique. Donc la société possède le bien et puis vous, en retour, vous possédez les parts de la société. Aux États-Unis, on va avoir principalement deux types de structures. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais deux types de structures qui seront utilisées. La LLC, qui est vraiment la structure phare dans l'investissement ou même dans l'activité pour une société opérante, qui est une structure qui est transparente fiscalement, donc elle ne paye pas d'impôts. C'est vous, en tant qu'actionnaire, qui allez les payer. Elle est très souple, avec un capital qui peut être, une détention de capital qui peut être décorrélée de la répartition des bénéfices, ce qui peut avoir un avantage, notamment en matière successorale, puisqu'on peut faire ce qui s'appelle des Family LLC, donc qui prévoit le décès, qui prévoit la répartition des bénéfices. On peut créer en quelque sorte, parce que cette notion n'existe pas aux États-Unis, mais on va arriver via cette structure-là à créer ce qu'on connaît en France, qui est la distinction usufruit, nue propriété, pleine propriété. On va pouvoir jouer avec ces biais-là et c'est un outil assez intéressant de transmission de patrimoine. Surtout, et je le souligne encore une fois, pour les non-résidents, puisque Michael l'a dit tout à l'heure, vous êtes résident fiscal américain, vous avez droit à une exemption aujourd'hui d'1,7 million. Enfin, votre succession a droit à une exemption d'1,7 million, donc jusqu'à 1,7 million de patrimoine transmis à vos enfants ou à vos autres héritiers, il n'y aura pas d'impôt à payer. Biden veut le changer, on ne sait pas si ça va passer, ça devrait tomber à 3,5 millions. Maintenant, donc ça laisse quand même une marge. Maintenant, vous êtes non-résident, donc vous êtes français, française, vous souhaitez acheter un bien aux États-Unis. Sachez qu'en termes successoral, côté américain en tant que non-résident, vous n'aurez droit à un abattement que de 60 000 $. Au-delà, vous aurez des droits à payer côté américain qui vont pouvoir monter jusqu'à 40% de la valeur du bien transmis. Donc, comme vous l'aurez compris, il est assez important de planifier les choses pour minimiser ces droits pour vos héritiers, parce que sinon vous perdez tout l'intérêt de votre investissement si vous souhaitez le transmettre à vos enfants. Donc ça, c'est un premier point sur la LLC. On a un deuxième type de structure qui sont les C-Corp. Là, ce sont des sociétés par action, comme des SA, SARL, SAS françaises, qui vont payer leurs propres impôts. Un impôt qui sera à hauteur de 21% au niveau fédéral et au niveau Floride, on a un abattement, puisqu'aux États-Unis, il y a toujours deux niveaux d'imposition, voire trois. On a un abattement de 50 000 sur le résultat. Et au-delà de ça, bon, là, on est dans une période exceptionnelle où le taux d'imposition au-delà des 50 000 est à environ 4,5%. 2022, ça va repasser à 5,5%. Voilà, il n'y a pas de structure, de façon optimale de faire. Là, en discutant, je peux vous dire, il faut faire absolument ça ou ça. Oui, il y a des façons optimales de faire, mais il faut connaître vraiment la situation de chacun, la situation patrimoniale, la vision long terme, court terme. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cet investissement pour pouvoir donner les meilleurs conseils possibles. Quoi qu'il en soit, de manière très généraliste, quand vous allez acheter un bien aux États-Unis, créer une structure juridique. Ça, c'est encore une fois très généraliste et après, ça va dépendre des cas. Créer un bien ne serait-ce que pour la protection juridique qu'il va vous apporter.
parce qu'une société va à responsabilité. On est dans un pays qui est procédurier. Si jamais il y a un problème avec le bien loué, les locataires ont un problème, pour une raison X ou Y, on vous attaque. À ce moment-là, on ne pourra taper que dans le patrimoine de la société. En personnel, on peut attaquer sur l'ensemble de votre patrimoine. Ça, c'est un point. Pour la résidence principale, c'est autre chose. On va acheter en direct, c'est préférable fiscalement. Donc maintenant, pour répondre à ta question, Romain, comment fonctionne la fiscalité? C'est assez simple et assez logique parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les choses sont quand même toujours assez logiques. Il y a beaucoup de paramètres fiscaux, on en entend parler, mais ça reste toujours quand même assez logique. Donc, on prend c'est très simple, la base imposable, que vous déteniez le bien en direct via une LLC ou via une C-Corp, le calcul de la base imposable sera toujours le même. Les loyers encaissés, moins les charges, donc les frais d'entretien, de réparation, d'éventuels intérêts d'emprunt, des frais de copropriété s'il y en a, des taxes foncières, ça vous donne un résultat. Et à ce résultat, on va soustraire un amortissement. C'est un gros avantage fiscal, un amortissement qui se fait sur 27 ans et demi. Donc, pour simplifier, schématiser le calcul, vous avez acheté un bien 275 000, vous divisez par 27,5, ça vous donne droit à une déduction supplémentaire de 10 000 $. Donc, ce n'est pas rien et bien souvent, ça va vous faire passer en perte fiscale. Donc, attention, hein, je parle de perte fiscale et pas de perte cash puisque l'amortissement est un outil fiscal. Donc, ça ne remet pas du tout en cause les rentabilités dont a parlé Michael à présent. Et au contraire même, ça vient les augmenter puisque finalement, si vous êtes en perte fiscale, eh bien, vous avez un résultat à zéro. Et donc, vous n'aurez pas d'impôt à payer sur vos revenus fonciers, ce qui est quand même pas mal. Donc, vous vous retrouvez avec cette perte fiscale. Si vous êtes aux États-Unis, résident fiscal américain, actif dans la location, c'est-à-dire que vous allez vous-même gérer le bien, que vous gagnez moins de 100 000 $, à ce moment-là, vous pourrez déduire 25 000 $ de perte par an de vos revenus, à condition évidemment d'arriver à ces 25 000. Entre 100 et 150 000, pour chaque dollar gagné au-dessus des 100 000, vous perdez droit à 50 centimes de déduction de perte, ce qui fait qu'au bout de 150 000, on arrive à zéro. Donc, si vous gagnez plus de 150 000, qu'est-ce que vous faites de cette perte? Rassurez-vous, elle n'est pas perdue, vous la gardez. Vous construisez un bagage de perte, en quelque sorte, que vous pourrez utiliser à l'avenir, soit sur des revenus fonciers qui, eux, seraient rentables fiscalement, soit vous l'imputerez sur la plus-value. Voilà. En cas de revente, vous allez vous retrouver avec un impôt à payer sur la récupération d'amortissement. Il faut juste en avoir conscience qui est fixe et qui est de 25%. Donc ça, c'est le cas. Ça va s'appliquer autant propriété détenue en direct que via LLC, que via C-Corp. Si vous détenez en direct ou via une LLC, étant donné que la LLC est transparente, vous allez être imposé à votre taux d'imposition ordinaire sur vos revenus fonciers, si jamais vous avez des revenus fonciers taxables. Et pour la C-Corp, ce sont les 21% dont je parlais, plus potentiellement 5,5, mais là, il faut avoir un résultat fiscal en Floride supérieur à 50 000 $. Pour ceux qui habitent hors de Floride, qui habitent aux États-Unis et hors de Floride, vous savez, et tout le monde sait, c'est d'ailleurs un bel atout pour la Floride, qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour les particuliers au niveau de l'État de Floride. Il y a bien sûr un impôt fédéral, mais pas au niveau de l'État de Floride. Maintenant, vous êtes un investisseur qui habite à New York. Vous avez ce bien en Floride. Sachez qu'il faudra quand même déclarer vos revenus fonciers de Floride à New York. Si vous avez un résultat taxable, il sera imposable à New York. Ça, il est important de l'avoir en tête. Voilà, je crois qu'on a fait un tour très global de la fiscalité, mais vraiment ce qui est important de retenir, c'est que généralement, sur les revenus fonciers que vous allez percevoir, vous allez avoir un très faible montant d'impôt si jamais vous en avez. Si vous habitez dans un autre État
il va falloir le déclarer dans cet autre État, donc autre État que la Floride. Et si vous habitez à l'étranger, notamment la France, les Français qui nous écoutent, la France est un pays, comme les États-Unis d'ailleurs, qui impose sur les revenus mondiaux. C'est-à-dire que vous devrez déclarer vos revenus fonciers côté, donc revenus fonciers américains, côté français. Ça, à ne pas oublier. Et il faut absolument prévoir, lorsqu'on achète, non seulement le court terme, le moyen terme, mais aussi le long terme, avec une possible succession. Bon, rassure-nous quand même, il y a des clauses, je sais qu'il y a un accord bilatéral pour éviter les doubles impositions. Tout à fait. Tout à fait. Déclarer, ça ne veut pas forcément dire qu'on a gagné de l'argent et qu'on va être taxé dessus. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Tout à fait, tu as raison de le souligner. Quand vous êtes en France, que vous déclarez vos revenus fonciers américains, sachez que si vous avez des impôts à payer côté américain, vous aurez droit, fort heureusement, à un crédit d'impôt en France équivalent aux impôts américains que vous aurez payés. Donc, vous n'allez pas payer les impôts 2 fois. Vous n'allez pas être doublement imposé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous détenez le bien en direct, côté français, eh bien, vous allez le déclarer selon les modalités déclaratives françaises, attention. Et si vous le détenez en LLC, eh bien là, on va s'apparenter au niveau fiscal français à une remontée de résultats de SCI pour la LLC. Donc, on va remonter le résultat fiscal de la LLC côté français et toujours ce jeu de crédit d'impôt. Donc, ça, c'est le point qu'on peut faire pour les non-résidents. Et ne vous amusez pas à ne pas déclarer côté français parce que sinon, vous aurez des pénalités. Voilà, c'est ça. Et voilà. Il y a, attention, ouais, juste un point, parce qu'il y a des structures. Alors, si vous ne voulez pas, si vous voulez avoir un bloqueur tout à fait légal, hein, je ne donne pas de conseils illégaux, je ne suis pas là pour ça. Si vous ne voulez pas avoir d'impact fiscal côté français, vous pouvez créer un bloqueur. En fait, vous intercalez avec votre LLC soit une C-Corp, donc qui en fait, elle va être le récipiendaire des revenus, qui va payer ses impôts aux États-Unis. Vous, tant que vous ne vous versez pas de dividendes, eh bien, vous n'avez aucun impact fiscal. Évidemment, dès que vous allez tirer de l'argent de la société, à ce moment-là, oui, il y aura un impact fiscal, tant aux États-Unis qu'en France. Aux États-Unis, par une retenue à la source, et en France, avec la déclaration de dividendes. C'est ça. Parfait. Du coup, je vois qu'on a reçu pas mal de questions. Vous en faites pas, Melvin nous dit qu'il est arrivé en retard. Vous en faites pas, Melvin. Tout ça, c'est enregistré. Donc, vous recevrez automatiquement. Le temps passe plus vite que ce que je le pensais. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on entende Betty, qu'elle nous explique un peu comment on peut se faire financer, qu'on soit résident aux États-Unis ou résident en France ou peut-être ailleurs dans le monde, et qu'on souhaite acquérir à Miami. Je crois que tu finances les gens à Miami, mais partout sur le sol américain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, le process? Est-ce que c'est aussi compliqué qu'on le pense? Je sais que tu as débloqué un nombre de cas incroyables depuis que tu participes à nos webinaires de Français qui arrivent à se faire financer pratiquement nulle part. Donc, est-ce que tu peux nous parler d'un peu tout ça? Et puis, vous en faites pas, tous les gens qui ont posé des questions dans le Q&A, eh ben, je poserai vos questions à la fin. Et s'il y en a un qui est téméraire, qui ose bien lever la main, raise hand, donc c'est juste là, quelque part, ça serait sympa de vous entendre pour poser votre question. Voilà. Betty, on t'écoute. Ok, merci Romain. Alors voilà, donc moi, juste un petit background, je suis née au Maroc, grandi à Montréal et ça fait 25 ans que je suis à New York. J'ai toujours travaillé dans le système bancaire. Qu'est-ce que je fais à HSBC? On donne des crédits, des mortgages aux clients domestiques et internationaux. Donc, je vais d'abord parler des clients internationaux parce qu'on est une des seules banques qui faisons ça. Donc, pour un client qui habite en France ou n'importe où dans le monde, il habite et travaille presque n'importe où dans le monde et qui veut s'acheter une propriété aux États-Unis, presque n'importe où aux États-Unis,
on est une des seules banques qui pouvons leur donner un financement. Alors, le client n'a pas besoin d'avoir un numéro d'assurance sociale américain ou des taxes, des retours d'impôts américains. Il n'a pas besoin de rien avoir aux États-Unis et on pourra leur financer leurs biens. Donc, s'ils achètent ça en pied-à-terre, second home, on peut leur donner jusqu'à 70% du prix d'achat. Et s'ils achètent ça en propriété d'investissement, on peut leur donner jusqu'à 60% du prix d'achat. On ne fait que du résidentiel, 1 à 4 unités. Je trouve ça assez simple de financer les clients internationaux parce que, en général, que ce soit un client national ou international, on a toujours besoin de 3 choses pour pouvoir qualifier un client. Donc, c'est toujours crédit, revenu et asset. Donc, crédit, comme le client n'a pas de numéro d'assurance sociale, il n'y aura pas de score. Donc, on fera qu'un crédit international qui vérifie ce que vous nous avez dit. En termes de revenus, c'est plus simple qu'un client domestique parce qu'on ne prend pas les retours d'impôts des autres pays. Si le client est self-employed, ça veut dire qu'il est patron, alors on prendra une lettre de leur comptable qui nous dirait combien de revenus bruts il a fait les 2 dernières années. Et si le client travaille pour une boîte, on prendra le même document, tout simplement. Et bien sûr, après ça, on voit d'où vous allez les assets, les comptes de banque, d'où vous allez avoir les sous pour les 30% down, les closing costs et les reserves. Donc, c'est un peu comme ça. Bien sûr, le client qui paye cash, il est le roi. Ça veut dire il peut négocier plus, comme Michael a dit, il passe en premier et tout ça. Pas de problème. Si le client veut payer cash, pas de problème. Dès qu'il close, il me revient et on lui redonne pratiquement la même chose, le 70% pour un pied-à-terre ou le 60% pour une propriété investissement. Donc, on offre aussi beaucoup de différents produits, soit du 30 ans fixe qui est très à la mode pour les Américains, mais pas vraiment pour les internationaux, où on offre des ARM. Alors, par exemple, pendant 10 ans, le taux est fixe et après ça, il fluctue. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est vraiment une idée très générale. Pour un client international, le 30 ans fixe serait à peu près à 4,3%, tandis que le 10/6 ARM serait à peu près à 3,7%. Tout le processus, ça prend à peu près 2 mois, surtout quand on a beaucoup de documents à traduire. Donc, nous, on a notre propre département qui traduit tout ça pour vous. Donc, soit vous venez dès que vous avez le contrat, et là, on commence à faire on travaille directement sur le crédit, ou vous achetez cash et vous revenez tout de suite. Le mortgage, donc le crédit, sera toujours au nom personnel, mais comme Jean-Philippe a mentionné, Michael, vous pouvez mettre le bien soit sur votre nom personnel, soit sur une US LLC ou US Corporation. Il n'y a pas de problème, on fait ça aussi. Donc, ça, c'est un petit peu pour le client international. Et pour le client domestique, on donne plus, ça veut dire on va donner 80% sur une propriété principale, 75% pour une second home et 70%, entre 60 et 70% pour une propriété d'investissement. Les taux sont bien meilleurs, bien sûr, pour le client domestique. Donc, par exemple, le 10/6 ARM serait à peu près à 2,6, le 30 ans serait à peu près à 3,2. Bon, bien sûr, ça dépend toujours du credit score et tout ça. On pourra rentrer en détail pour le client qui serait intéressé privately. Quoi d'autre que je peux bien vous dire. Donc, ouais, bon, il y a bien plus de choses, mais ça, c'est en gros comment on finance les clients internationaux et les clients domestiques. Aussi, très souvent, j'ai des clients qui se font relocaliser par exemple, de France à ici. Et aux États-Unis, on a toujours besoin de 2 ans de history pour tout. Mais si j'ai un client qui déménage avec le bon visa pour habiter ici, en général, c'est un L1 ou un O1, peu importe le visa, on travaille avec beaucoup de visas. Donc là, ça devient une propriété
principal. Et là, on peut vous donner jusqu'à 75% du prix d'achat. Et on fait les références avec la France ou de là où vous venez. Vous n'avez pas besoin d'avoir les 2 ans de history ici aux États-Unis. Voilà, c'est un petit peu… J'ai vite parlé parce que je vois qu'il est presque 1 heure. Mais bien sûr, on est ouvert aux questions. Pas de problème. Je crois qu'on a un téméraire qui a levé la main et on l'a entendu sur un autre webinaire il n'y a pas longtemps. C'est Melvin. Bonjour Melvin, je viens de vous donner la main. Il faut juste activer votre micro. Voilà. Parfaitement. Bon. Au passage, je suis pied noir, je suis né à Casablanca également. Ah, super. Et je connaissais des Benzaken. So. Ah bah, on va voir si on a les mêmes amis. Juste au passage. Et on pourrait rester en contact d'ailleurs. Quel est l'avantage si vous avez le cash pour acheter, en sachant que bon, ça dépend ce que vous voulez acheter, mais un truc modéré quoi, 250, 300K. Étant donné les taux, par exemple, si vous avez du money market, le money market, il vous rapporte actuellement 0,01% ou pratiquement négligeable. C'est comme en Suisse, il va falloir payer pour avoir de l'argent en banque. Quel est l'intérêt d'emprunter? Et moi, je suis citoyen américain et je pensais justement me relocaliser en Floride pour ne pas payer de state tax. Donc, très bonne question. Je pense que Jean-Philippe serait, je ne sais pas si c'est pour toi, mais c'est plutôt pour les deductions, des taux d'intérêt, right? Je pense que vous pouvez tous répondre à cette question parce que je pense que tout le monde a quelque chose à dire sur ce sujet, je pense. Excusez-moi, j'ai raté la fin de la question. Melvin, je vous ai redonné la parole si vous voulez reposer votre question. Je disais, pour ce qui me concerne, si j'ai du cash pour acheter un appartement, est-ce que je suis mieux à acheter cash plutôt que d'emprunter? J'ai l'intention de me relocaliser en Floride en étant citoyen américain et français, de me relocaliser en Floride, j'ai 70 ans, alors je ne suis pas tout jeune, pour ne pas payer de state tax. Parce que quand je cumule les 401k et tout le reste, ben, la quantité, enfin la somme à payer n'est pas négligeable en termes de state tax. Tout à fait. OK. Alors, si vous comptez acheter votre résidence principale, donc là, je crois que c'est ça, hein, on est d'accord. Il faut savoir que la déductibilité des intérêts, c'est possible, oui et non. Pourquoi ? Parce que vous avez droit, en tant qu'individu, à ce qui s'appelle, vous l'avez peut-être vu dans votre tax return actuel, la standard deduction, qui était à 12 400 $ là sur 2020 par personne. Donc, c'est un abattement automatique sur vos revenus de 12 400 $. Pour que vous puissiez déduire vos intérêts d'emprunt, il faut que les intérêts que vous avez versés, plus si jamais vous en aurez plus vos real estate taxes, puisque vous n'aurez pas de state taxes, qui la déduction est capée pour ce calcul à $10 000. Donc, c'est $10 000 maximum de real estate taxes, plus intérêt d'emprunt, plus d'éventuels frais médicaux. Mais je ne vous souhaite pas de pouvoir commencer à les déduire parce que vous serez à point de mort, étant donné les seuils de déductibilité. Donc, ça, real estate taxes, plus intérêt d'emprunt, plus les dons que vous pouvez avoir fait à des œuvres de charité, si tout ça dépasse 12 400 $, à ce moment-là, vous pourrez commencer à déduire vos intérêts d'emprunt. Et ces 12 400 $, c'est uniquement si vous êtes seul. Si vous êtes marié, à ce moment-là, la standard deduction est de 24 800. Donc, il faudra que vos real estate taxes, plus intérêts d'emprunt payés, plus les dons à des organismes, dépassent 24 800 $ pour que vous commenciez à pouvoir déduire en gros le surplus. Voilà. C'est pour ça que je vous dis intérêt d'emprunt, oui, et déductibilité, oui et non. C'est ça. OK. Betty, tu voulais répondre sur est-ce qu'il vaut mieux acheter cash ou financer? Non, c'est vraiment
up to the client. En général, les clients, ils veulent se faire financer justement juste pour cette déductibilité ou parce que s'ils empruntent genre à 3% et qu'ils peuvent investir leurs 300, 400 000 ailleurs et faire, je ne sais pas moi, du 15-20%, tant mieux pour eux. Merci. Michael, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ou on est bon? Je crois que tu es en train de répondre à tout le monde. Michael est vraiment exceptionnel. Il est en train de, et Jean-Philippe aussi, je vois, il est en train de répondre individuellement à toutes les questions qu'on a reçues dans le Q&A sur Zoom. Donc voilà, j'ai vu qu'on avait reçu une question aussi sur le Facebook Live de Odile. Odile, Jean-Philippe, du coup, a répondu et par écrit, donc je l'ai copié-collé sur le Facebook Live. Donc voilà, s'il y a d'autres personnes, je vois que vous êtes une petite. Alors moi, je ne regarde pas les questions Facebook Live. Donc non, mais je vérifie pour vous les questions de Facebook Live. Donc si vous êtes sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre. Bon, on va bientôt clôturer. Normalement, on finit au bout de 60 minutes. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut clôturer. Michael, on a beaucoup de gens qui nous disent merci dans le Q&A. Donc, parfait. Merci à vous de nous avoir écoutés pendant cette heure. J'ai mis dans le chat, pour ceux qui souhaitent tout de suite prendre contact avec nos 3 experts, donc j'ai mis leurs emails. Donc, vous pouvez rapidement les copier-coller. Et comme ça, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Ils sont là pour ça. Michael, est-ce que tu veux peut-être nous donner un petit dernier mot sur le marché de Miami aujourd'hui et pourquoi il faudrait acheter en ce moment? Je sais qu'on est au début de la basse saison en Floride. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des opportunités à prendre qu'on ne prendra pas plus tard quand les gens reviennent pour l'hiver? Bon, là, par rapport au… Il n'y a plus vraiment de basse saison et de haute saison à Miami réellement, même si normalement c'est de novembre à avril, on va dire, la haute saison. Mais dans un quartier, par exemple, comme Brickell, Downtown, qui va de Coral Gables à Edgewater, toute cette partie-là, c'est vraiment des gens qui travaillent toute l'année et donc ils ne dépendent pas des saisonniers, contrairement à d'autres quartiers. Mais dans son ensemble, Miami est en train de se transformer depuis quelques années déjà en une vraie ville. Donc, l'impact des saisons est beaucoup moins important qu'avant sur ces marchés-là. Par contre, par rapport au Covid, on a vu qu'il y avait un afflux énorme de gens de Californie et de New York jusqu'au mois d'avril qui ont un peu tué le marché puisqu'ils arrivaient pour eux, pour quelqu'un de New York, $1 million, ce n'est même pas le prix d'un 2 pièces. 1,5 million d'un 3 pièces. Donc, pour 1,5 million, vous avez quand même une jolie maison à Miami. Et donc, ils ont tué le marché pour les gens qui essayaient de se trouver des bons deals. Et on observe clairement que ces New-Yorkais, moi, personnellement, j'ai la moitié de mes clients new-yorkais qui sont repartis à New York en voyant que New York réouvrait plus rapidement que prévu. Je pense que Betty peut confirmer que New York est très bien reparti. Et donc, du coup, on ne vont pas acheter à Miami. Donc là, il y a un peu moins de trafic, mais bon, toujours énormément. Hein. Quand il y a une maison qui se met à la vente, il y a 15-20 personnes qui viennent pendant le week-end et généralement, une offre est acceptée sous 5-7 jours. Bon, ça dépend des types de biens. Sur les condos, c'est un peu plus. Ça va prendre 1 mois ou 2 mois, voire 3 mois en fonction du type de condo et du prix. Mais je pense que cette période-là va être un peu plus calme par rapport aux derniers mois. Donc, ce n'est pas tellement la saison, mais c'est le fait que beaucoup de gens sont repartis. Beaucoup de gens qui sont venus pour le Covid sont repartis. Voilà. Et encore une fois, pour les condos, mon conseil, c'est si vous êtes intéressé à acheter un condo, je pense que c'est vraiment la bonne période maintenant jusqu'à septembre-octobre parce que l'inventaire des maisons va diminuer drastiquement, les prix vont monter et toutes les entreprises qui ont déménagé ici et qui ont commencé à recruter pas mal de gens, ces gens-là vont s'orienter vers des condos parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une maison ou parce qu'ils ont
pas trouver de maison et doivent s'orienter vers les condos. Donc, du studio au 3 bedrooms ou plus, je pense que c'est le moment et que ça va partir fortement à la hausse. On l'observe déjà, hein, si vous voulez, avant le Covid, on était comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ma main. On était comme ça, voilà. On ne bougeait pas depuis 3-4 ans. Et là, on voit un petit point d'inflexion, sachant que le dernier top était 2015. On a eu une baisse. Ensuite, c'était stagnant, avec éventuellement une petite baisse, 4-5%. Et là, on voit que ça remonte. J'ai mis un bien hier, par exemple, un 3 bedrooms dans un immeuble à Brickell qui a été acheté 950 000 en 2013, qui se vendait dans les 850 000 jusqu'à avant le Covid. Et là, un bien exactement similaire, la même ligne, 2 étages au-dessus, s'est vendu à 1 million il y a quelques semaines. Et j'ai mis le bien il y a 2 jours sur le marché et j'ai déjà eu 7-8 demandes de visite. Donc, on voit bien que les gens se transforment, alors que si je l'avais mis avant le Covid, ce bien se serait traîné pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois. Voilà. Donc, parce que l'inventaire était beaucoup plus important, encore une fois, 3 ans et demi d'inventaire et aujourd'hui, on est à moins de 9 mois sur les condos. Donc, si vous êtes intéressé par Miami, c'est le moment. Pour ceux qui cherchent des maisons et qui espèrent ou se demandent si le prix vont baisser, je pense que la pression va diminuer. Mais la tendance générale va toujours être à la hausse. Donc là, on a connu une accélération fulgurante. Clairement, ça va pas être la même accélération sur le long terme, mais la tendance va toujours être haussière. Donc, je pense que prendre le train aujourd'hui sera toujours moins coûteux que de le prendre un peu plus tard. Voilà. OK. Merci à tous. Merci, Michael. Conclusion, je me déplace souvent en Floride, donc conclusion qui résonne très bien dans mes oreilles. Merci à tous, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Bien sûr, comme je vous ai dit, vous allez recevoir le replay. Le replay est aussi disponible dans toutes les newsletters de French Morning des prochains jours qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à contacter directement nos experts. Et si jamais vous ne trouvez pas leur contact, je fais toujours le forward parce qu'il y a pas mal de gens qui m'écrivent directement et puis je leur forward derrière. Merci à tous les trois et bon après-midi, bonne soirée pour ceux qui sont en Europe. Merci. À bientôt sur French Morning. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Merci, au revoir.